Ok, donc on va reprendre l'électrocinétique. La dernière fois, on avait essentiellement vu le modèle de Drude pour essayer de relier l'électrocinétique à la mécanique. Donc, les courants électriques, on a vu ce qu'était un courant, ça nous servira pour plus tard, en introduisant le vecteur densité de courant. Donc, un courant électrique, c'est la quantité de charge qui passe à travers une surface par unité de temps. Et on a vu que donc, ce qui mettait en mouvement les charges, c'était le champ électrique. Et le champ électrique est associé à un potentiel électrique. Moi, je vous rappelle ça. Le champ électrique E, qui donne la force F égale QE. Donc, si on a une charge Q dans un champ E, on subit la force QE. Et E dérive d'un potentiel. Donc on y reviendra. Et ce U-là, ce V-là, pardon, qui est donc le potentiel électrostatique, se mesure en volts. On avait rappelé un peu les unités. Et ce qu'on appelle la tension entre deux points, c'est la différence de potentiel. Bon, la tension entre un point A d'un circuit, quelque chose, et un point B d'un circuit, la tension UAB, alors on représente avec une flèche, avec la flèche en A et l'autre bout en B, UAB c'est VA moins VB. Donc on peut se représenter des circuits électriques avec une analogie un peu hydrodynamique, où vous avez de l'eau qui descend de différentes hauteurs. Enfin, l'eau va de l'endroit haut à l'endroit bas, sous l'action du champ gravitationnel. De la même façon, les électrons, enfin pas les électrons, pardon, le courant électrique, donc les charges positives, en fait, les électrons font l'inverse, mais les charges positives vont d'un potentiel élevé à un potentiel bas, comme si ça coulait. Donc il y a un courant qui s'établit comme ceci, des potentiels hauts vers les potentiels bas. Alors, on a vu le cas particulier d'une résistance. Donc, je ne vous rappelle pas ce qu'on a fait, mais enfin, on était tombé sur la fameuse loi d'Ohm, U égale RI, alors, qui est à comprendre algébriquement. Hein. Donc, VA moins VB égale R IAB. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre dans quel sens les choses s'établissent. Donc, si vous avez A et B comme ceci, avec une résistance R, c'est bien la tension UAB qui est égale à R fois IAB. Donc la tension de A à B, c'est-à-dire en fait VA moins VB, donc pas VB moins VA, est égale R fois le courant qui va de A à B, que je peux noter ici, IAB. Donc ça, c'est l'exemple le plus simple de dipôle électrocinétique. Dipôle parce que c'est donc dans un circuit un composant qui a deux pôles, une entrée et une sortie. Enfin, la résistance est complètement réversible, bien sûr. Hein. Quand on écrit les choses comme ceci, on ne présage pas du sens du courant, bien sûr. On définit un sens positif pour le courant, par exemple. Si en réalité le courant va dans l'autre sens, eh bien I sera négatif. Si I est négatif, vous voyez que vous avez en fait VB qui est plus grand que VA, et donc effectivement le courant va dans le sens des potentiels décroissants. Même si en réalité, ce qui se déplace dans un circuit, dans un fil métallique, ce sont les électrons qui sont de charge négative et qui se déplacent dans l'autre sens. Alors, on va passer en revue un petit peu l'ensemble des composants qu'on est amené à rencontrer en électrocinétique. Alors, il y a des composants plus ou moins difficiles. Au programme du CAPES, il n'y a pas tous les composants que vous avez peut-être déjà rencontrés, mais on va passer ça en revue. Qu'est-ce que vous connaissez comme composant? Comme dipôle. Alors oui, bobine, condensateur. Donc la résistance, on vient de voir. Quoi d'autre? Ah, générateur, oui. Vous connaissez plusieurs types de générateurs, j'imagine?
Quoi non? Comment on dit? GBF, ça veut dire à basse fréquence. Ah oui, oui, oui. Oui, alors, donc, un générateur peut être... Alors, avant ça, il peut y avoir un générateur de tension ou de courant, non? Et effectivement, ça peut être du courant ou de la tension, une tension continue. Une tension, bon, un courant, une tension, bref. Et ça peut être aussi alternatif. En général, on utilise, quand on est en régime non continu, on est en régime harmonique ou sinusoïdal, mais il peut y avoir toutes sortes de régimes non permanents, non continus, mais on reviendra sur le rôle particulier du régime sinusoïdal. Quoi d'autre encore? Diode, absolument. En fait, tous les circuits électriques. Circuits électroniques. Oui, alors le transistor n'est pas au programme, par exemple. Voilà, vous l'avez peut-être déjà vu, j'imagine, peut-être pas tous, mais voilà. Par contre, effectivement, l'amplificateur, donc l'amplificateur opérationnel. Ça, c'est au programme. Transistor n'est pas au programme. Sauf erreur, mais je ne crois pas qu'il soit au programme. Annulation d'un régime transistor. Non, un régime transitoire. Bon, je pense que c'est tout, en fait. Alors, on va voir ça rapidement. Donc, en fait, pour traiter proprement la bobine et le condensateur, il faudrait déjà avoir fait l'électromagnétisme. On n'a pas fait, donc on va introduire ces composants simplement du point de vue de leur, de leur comportement dans un circuit. Alors, commençons par la bobine, peut-être. Alors, une bobine, c'est, comme son nom l'indique, un fil électrique qui est bobiné sur lui-même, comme ça. Enfin, et on le représente d'ailleurs dans un circuit comme une espèce de... Voilà, un truc comme ça, une espèce de bobine. Vous avez tous déjà vu les bobines. On appelle ça inductance aussi. On reviendra là-dessus plus tard, mais la raison pour laquelle on appelle ça inductance, c'est qu'en fait, il y a un phénomène, la bobine fonctionne sur le phénomène d'induction qu'on verra en électromagnétisme, avec un champ électromoteur induit, une force électromotrice induite. Alors, on ne va pas pouvoir vraiment entrer dans ce détail, mais parce qu'on n'a pas encore fait d'électromagnétisme, mais il faut quand même que je vous explique le fonctionnement d'une bobine. L'idée, c'est que, peut-être vous vous en souvenez quand même, quand on fait passer un courant I dans un enroulement comme ceci, métallique, l'enroulement crée un champ magnétique. En fait, un courant électrique crée un champ magnétique. Ça, c'est une découverte majeure du 19e siècle. Le lien entre courant et champ magnétique, notamment étudié par Faraday, Ampère, on verra ça en électromagnétisme. Mais donc, s'il passe un courant, il y a un champ magnétique dans la bobine. Or, une propriété fondamentale de la nature, c'est que lorsque le flux du champ magnétique à travers un circuit quelconque, alors ouais, on n'a pas encore fait l'électromagnétisme, c'est décidément délicat. Disons, pour le dire vite, lorsque le champ magnétique varie, il apparaît ce qu'on appelle une force électromotrice qui correspond à un champ électrique qui va pouvoir mettre en mouvement ou affecter le mouvement des électrons. Donc, si I ne varie pas, donc si I est constant, la bobine, c'est juste un fil. Le fait qu'il soit enroulé, ben on s'en fiche complètement, c'est un fil. Alors, il y a une petite résistance, parce qu'un fil, c'est toujours résistant. Alors, en général, on néglige la résistance d'un fil. Quand c'est une bobine, le fil est tellement long, parce qu'en fait, il est enroulé des centaines de fois sur lui-même, la résistance de la bobine peut commencer à ne plus être négligeable. Donc,
pour une bobine idéale, c'est juste un fil enroulé. Donc tant que le courant ne varie pas, eh bien, ça équivaut, la bobine équivaut à une résistance nulle, en fait. Enfin, équivaut à un fil, voilà, de résistance nulle. Mais si I varie, dans le temps, hein, bien sûr, alors le champ magnétique produit par le courant I varie, et la variation de ce champ magnétique induit ce qu'on appelle une force électromotrice. Alors, j'anticipe, mais on reverra ça en électromagnétisme. Ceux qui ont fait de l'électromagnétisme, cette force électromotrice est donnée par cette loi, hein, la loi de Faraday, moins dφ sur dt, où φ est le flux du champ magnétique à travers le circuit, mais si ça ne vous dit rien, oubliez-le pour l'instant. En tout cas, cette force électromotrice fait qu'il apparaît donc, c'est équivalent à une tension. Donc il y a une tension qui apparaît si vous voulez, aux bornes de la bobine. Et cette tension, c'est pas n'importe quoi, c'est donné par UAB. Donc ici, hein, UAB. La tension aux bornes de la bobine qui apparaît lorsque le courant varie, c'est, vous vous en souvenez? Absolument, c'est L dI sur dt, où I est donc le courant qui va de A à B. Alors, si on met UAB, c'est D de IAB sur dt. Évidemment, UBA vaudra LD de IBA sur dt, et IBA, c'est moins IAB. Vous pouvez le prendre dans le... Alors, c'est-à-dire que c'est un composant qui est complètement réversible, hein, comme la résistance, comme le condensateur aussi, mais pas comme les autres. Voilà, donc en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à connaître. Alors évidemment, vous voyez que si I ne varie pas, dI sur dt vaut 0, et on retrouve bien qu'il n'y a pas de tension aux bornes. C'est un simple fil sans résistance, donc il n'y a pas de tension aux bornes de la bobine. Donc ceci est valable aussi quand ça ne varie pas. D'accord ? Donc en régime permanent, une bobine, c'est juste un fil. Donc si vous faites un circuit en courant continu, ce n'est pas la peine de mettre des bobines, ça n'aura strictement aucun effet, quoi. Bon, bah, c'est tout pour la bobine. Allons-y pour le condensateur. On se souviendra de cette liste-là. Hein. Alors, je ne vais pas introduire tout de suite l'impédance complexe. On fera les régimes sinusoïdaux un peu plus tard. Donc, le condensateur. Alors, c'est un autre composant, un autre dipôle, enfin un composant à deux pôles, qu'on représente comme ceci, je pense que vous le savez, entre un point A et un point B. Alors, ça c'est lié au champ magnétique et à la variation du champ magnétique. Le condensateur est lié au champ électrique produit par des charges. En réalité, lorsque vous avez des charges, alors si vous avez Q de ce côté-là, je vais écrire QA et QB. Un condensateur parfait est un condensateur pour lequel on a ce qu'on appelle l'influence totale, on y reviendra en électromagnétisme. QB vaut systématiquement moins QA. Si vous mettez des charges ici, sur ce côté, alors ça peut être exactement deux plaques de métal, hein. Vous pouvez effectivement former un condensateur avec deux plaques de métal comme le suggère ce dessin. Donc vous mettez deux plaques de métal en regard comme ça. Si vous avez une charge Q ici, vous aurez en face la charge moins Q. Et la présence de ces charges crée un champ électrique entre les deux plaques, qui, si on néglige les effets de bord, est un champ qui est complètement homogène et constant à l'intérieur des plaques. Hein, tant que, enfin,
voilà, tant que les plaques peuvent être considérées comme infinies, c'est-à-dire que leur dimension est grande devant l'épaisseur, devant la distance entre les deux plaques, si vous voulez, on peut considérer qu'on a un champ électrique là entre les plaques qui est constant. Alors on démontrera tout ça en électromagnétisme, mais bon, je vous le dis comme ça, juste en rappel pour certains et en anticipation pour les autres. Donc quand vous avez des charges sur le condensateur, il se crée un champ électrique, et le champ électrique est associé à une différence de potentiel, puisque, on l'a vu, E égale moins gradient de V. Autrement dit, si vous intégrez cette relation, vous avez somme de E scalaire dl qui vaut moins dV, et la différence de potentiel, enfin moins delta V, du coup, si on intègre, la différence de potentiel, c'est la tension. Donc, si vous avez un champ entre ces plaques, vous avez une tension entre le point A et le point B qui vaut UAB égale en fait la norme de E, la norme de fois D, très exactement. Et le champ E est évidemment proportionnel à la charge qu'on a mis, puisque ce sont les charges qui créent le champ. Si je mets 3 fois plus de charge, j'aurai un champ 3 fois plus grand. Et donc j'aurai une différence de potentiel 3 fois plus grande. Par conséquent, tout ceci est proportionnel à la charge qu'on a mise sur une des armatures. Alors cette charge, elle peut être positive ou négative. Si cette charge-là est positive, celle-ci sera négative, évidemment parce qu'elle est exactement l'opposé, et donc le champ sera orienté comme ceci. Et donc la différence de potentiel sera telle que le potentiel en A est plus grand que le potentiel en B. Si à l'inverse je mets une charge négative ici, alors celle-ci sera positive, et c'est ce potentiel-là qui sera plus élevé que celui-là. Mais en tout état de cause, la tension entre A et B est proportionnelle à la charge qui se trouve, je vais l'appeler QA ici, qui se trouve en A. Et le coefficient de proportionnalité, c'est... Alors, ce n'est pas directement ce qu'on appelle la capacité, en fait, c'est l'inverse de la capacité. La capacité est définie par le lien entre la différence de potentiel et la charge de la façon suivante. UAB égale 1 sur C fois QA. Ce qu'on peut réécrire d'une façon très facile à se souvenir, Q égale Q. Mais alors je mets des guillemets, bon, c'est vrai, mais ça dépend de la convention qu'on prend. Hein. C'est QA, la charge du côté A, qui est égale à C fois UAB. C'est dans ce sens-là et pas dans l'autre. Alors à nouveau, c'est un dipôle, c'est un composant entièrement réversible. Hein, enfin, il se comporte dans les deux sens de la même façon, vous pouvez le retourner, c'est le même. Hein. Et donc, vous avez également QB égale CQBA. Et ça, c'est bien moins CUAB qui est moins QA. La charge d'un côté, c'est moins la charge de l'autre. Donc Q égale Q, c'est la définition de la capacité. Et encore une fois, l'existence de ce coefficient de proportionnalité tient à la physique sous-jacente du condensateur, qui est que le champ électrique créé, et donc la différence de potentiel associée, est proportionnelle à la charge présente sur les armatures du condensateur. OK? Alors, oui? La question, en fait, ce serait de comment caractériser en fait, une tension sans différence de potentiel. Alors, donc, cette différence de potentiel QAB ici, donc on a vu que c'est QA sur C. Maintenant, effectivement,
il y a un lien, je suppose que c'est ça dont vous voulez parler, il y a un lien entre la charge et le courant qui va passer dans le circuit. Alors, si on est en régime, donc comme pour la bobine, on va distinguer régime permanent et régime continu. Donc, en régime continu, enfin, j'ai dit permanent et continu, c'est la même chose. Non, je veux dire permanent ou non, ou alternatif, ou non permanent. Donc, régime permanent, pardon. Je vais commencer par permanent ou variable, c'est ça que je voulais dire. En régime permanent, par définition, rien ne dépend du temps. D'accord ? Et donc, si rien ne dépend du temps, les courants ne dépendent pas du temps, les tensions ne dépendent pas du temps, et les charges présentes sur les circuits ne dépendent pas du temps. Donc, on a Q, QA ou QB, Q égale constant. Si Q est constante, eh bien ça veut dire une chose très simple, c'est qu'il n'y a pas de courant. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que entre les deux plaques, là, c'est isolant, bien sûr. On peut soit de l'air, soit ce qu'on appelle un diélectrique. Enfin, le courant ne passe pas. Sinon, il n'y aurait pas cette séparation de charges. Si le courant pouvait passer, eh bien, ce serait comme un fil électrique. Les charges, c'est neutre à chaque endroit. Donc, s'il y a une accumulation de charges ici et là, c'est bien parce que ça ne peut pas passer. Donc ça, c'est isolant. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça. C'est ce qui permet de séparer des charges comme ceci. Donc, c'est isolant, donc il n'y a pas de charges qui peuvent passer là. Et si Q égale constante, sachant que d'ici, il n'y a pas de charges qui peuvent partir, ben, il ne faut pas qu'il y ait des charges qui arrivent, ni ne partent. Donc il faut que le courant ici soit nul. De toute façon, une autre façon de voir, c'est que I, c'est dQ sur dt. Si Q égale constante, I égale 0. Donc en régime permanent, en fait, si vous avez un condensateur quelque part dans votre circuit, vous êtes sûr qu'il ne passe pas de courant là-dedans. Vous allez me dire à quoi ça sert. Ah, ça peut servir quand même parce que malgré tout, il peut y avoir une tension. Donc ça peut imposer une tension. Après, ça dépend ce qu'on en fait. On va voir des exemples de toute façon. Mais en tout cas, il n'y a pas de courant qui passe. Donc c'est comme un interrupteur ouvert. D'accord ? Ou si vous voulez, une résistance infinie. Donc la bobine en régime permanent se comportait comme un simple fil, un court-circuit, c'est-à-dire une résistance nulle. Le condensateur, c'est l'inverse, il se comporte comme un pas de fil, un interrupteur ouvert, et donc une résistance infinie. Alors évidemment, le condensateur est intéressant lorsque le régime n'est pas permanent. Alors que se passe-t-il ? Je vais l'appeler variable. Donc en régime variable, eh bien, vous pouvez caractériser le courant ici, IAB, le courant qui arrive là, d'accord ? Par son lien avec la charge qu'il y a sur le condensateur. Ce qui est certain, c'est que si vous avez un courant positif ici, ça veut dire qu'il y a des charges qui arrivent là, donc ça va faire augmenter la charge du condensateur. Donc vous avez IAB, par définition, c'est D de QA sur dt. Le courant qui passe là, c'est la quantité de charge qui traverse. Et donc, c'est des charges qui vont venir s'ajouter ici, sachant que ça ne peut pas traverser. Mais, comme on est en influence totale dans ce condensateur, et que vous avez toujours QB qui vaut moins QA, vous pouvez en déduire que ceci, c'est moins D de QB sur dt. C'est-à-dire que si la charge ici augmente, celle-ci va diminuer. Et donc, il va y avoir un courant ici
qui est en fait le même. Si j'appelle ça I'AB, j'ai I'AB qui vaut donc le courant, le nombre de charges qui traversent ici, c'est le nombre de charges qui sont parties d'ici, donc c'est moins dQB sur dt. Et par conséquent, I'AB égale IAB. Donc quand vous avez un condensateur dans un circuit, le courant qui arrive au condensateur est égal au courant qui part de l'autre côté. Et réciproquement, ça ne présage pas du sens du courant, c'est réversible. D'accord? Donc ça c'est important. Donc vous avez I qui vaut dQ sur dt. Ça c'est... Vous ne vous trompez pas, c'est IAB qui vaut dQA sur dt. Hein, parce que il ne faut pas se tromper de quelle charge on parle. Enfin, il suffit de regarder. Hein, si I est positif là, c'est-à-dire si j'amène des charges, cette charge-là augmente. Donc, et l'autre donc diminue. D'accord. Et maintenant, on peut réexprimer ça, puisque par ailleurs Q égale CU, on peut réexprimer ça en termes de la tension. Et ça va donner... Ça va donner, donc Q c'est CU, donc on a IAB qui vaut C DU sur dt. Donc là, le courant à travers un condensateur, et je vais mettre AB ici, le courant à travers un condensateur, c'est la dérivée de la tension, avec un certain facteur de proportionnalité. Et du coup, en continu, eh bien, on retrouve bien que cette dérivée est nulle, et donc que I égale 0. D'accord? Ce qu'on avait vu avant. Donc, cette expression est valable pour tous les régimes. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu pour la bobine. Enfin, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu pour la bobine. Ce qu'on a vu pour la bobine, c'est qu'on avait UAB qui était égal à LDIAB sur dt. Et donc, vous voyez qu'il y a une espèce d'inversion entre I et U. Ça, c'est la bobine. Et ça, c'est le condensateur. Dans une bobine, la tension est la dérivée du courant, avec un certain coefficient de proportionnalité qu'on appelle l'inductance. Je ne l'ai pas dit, je ne sais plus si. Ou coefficient d'auto-induction. Coefficient d'induction ou d'auto-induction, si on veut être puriste. Distinguer de l'inductance mutuelle qu'on verra peut-être par ailleurs, d'auto-induction. Donc pour une bobine, la tension c'est la dérivée du courant avec un coefficient, et pour un condensateur, c'est le courant qui est la dérivée de la tension avec un coefficient qu'on appelle, je ne l'ai pas dit, capacité. Ça c'est la capacité du condensateur. Ah, un petit peu d'unité peut-être. Et ça veut dire que ouais. En continu, on peut quand même, comment dire, on peut charger, comment dire. Un condensateur peut être chargé en régime continu. Sa charge va être constante parce que c'est un régime permanent, enfin constant, rien ne dépend du temps. Donc sa charge est constante et donc le courant est nul. Donc il peut être chargé. Le courant, c'est-à-dire le courant. Il n'y a pas de courant qui traverse. Il n'y a pas de mouvement de charge. À l'intérieur, jamais. Il n'y a pas de charge qui passe. Mais il ne peut pas y avoir de charge ni qui viennent ni qui partent. Donc ça ferme pas le circuit en fait. Non, en régime permanent, c'est comme un interrupteur ouvert. Il n'y a pas de courant qui passe. Et il peut charger comme si on met une circuit. Il peut être chargé. Donc si on met une résistance à un circuit RC par exemple. Ouais. Alors en régime continu, il ne se décharge pas. Non, mais du coup, effectivement, si on branche, un condensateur qui est chargé initialement là, il peut se décharger. Sur une résistance, il va se décharger. Il va se décharger parce qu'effectivement, là j'ai Q, là j'ai moins Q. Les charges, elles vont faire ça pour ça. Pourquoi? Parce que si j'ai Q et moins Q, là j'ai une tension. Que je le veuille ou non, j'ai une tension. Il n'y a pas de courant qui passe là, mais il y a une tension. Et du coup,
il y a un courant qui va passer là. S'il y a un courant, ça va faire baisser la charge, et donc ce ne sera pas en fait un régime continu. Ça ne peut pas être en régime continu, sauf si Q égale 0. D'accord? Ouais. Non? Si, d'accord. Vous êtes pas sûr. Bon. Ah oui, on était parti pour les unités. Alors, la capacité, ça se mesure en farad. Hein. Alors en général, les grandeurs typiques, c'est des microfarads, je crois, dans les circuits que vous utilisez. Donc, alors, on appelle ça le farad, mais... Donc, farad. Farad comme Faraday. Hein. Et donc, en vrai, c'est des ampères secondes par volt. Et on avait déjà vu comment les ampères et tout ça pouvait se ramener, enfin, ou le volt se ramenait à l'ampère, enfin bref, je vous laisse jouer avec ça. Et l'inductance, l'unité, c'est le Henry. Avec un Y, je crois. Hein. Oui, sur Henry, oui. Voilà, donc souvent c'est des mini-Henry, mais bon, on verra ça. Donc c'est pareil, hein, en fait, l'unité de L, c'est des volts secondes par ampère. Bon. OK? Voilà. Alors passons au au générateur, peut-être. Alors un générateur, c'est un truc magique. C'est-à-dire que quand on fera de l'électromagnétisme, on étudiera un certain type de générateur. C'est un générateur à induction. Donc on peut comprendre l'origine, on peut vraiment calculer précisément l'origine du champ électrique qui est induit justement, et donc l'intensité, l'intensité du champ E, c'est-à-dire la différence de potentiel, la tension qui apparaît dans un circuit. Sinon, vous connaissez bien sûr les générateurs de type chimique, c'est-à-dire les piles. Hein. Vous avez un processus compliqué de nature chimique qui, d'une certaine façon, enfin même de façon effective, arrive à faire remonter un potentiel électrique à des charges. Donc, alors comme vous savez, ça se représente comme ça, comme ça. Ah. Un générateur, ça c'est un générateur de tension qu'on représente comme ça. Alors un générateur de tension est caractérisé par une force électromotrice. Alors c'est pas un bon nom, ça, c'est pas une force. C'est une différence de potentiel, en fait. Enfin, on l'appelle comme ça, force électromotrice. Donc, c'est une tension, en fait. Enfin, c'est la dimension d'une tension, donc en volts. Alors là, vous ne trompez pas de sens non plus. Quand on fait ça comme ça, ça nous dit que le potentiel de A est plus élevé que le potentiel de B, justement de la valeur E. C'est-à-dire qu'on a en fait Q à B qui vaut E. C'est-à-dire VA moins VB. Et le courant, eh bien ce courant-là, eh bien il est quelconque. Il s'adapte à la situation. Il est ce qu'on lui demande. Alors, en pratique, un générateur ne peut pas fournir n'importe quelle quantité de courant. On ne peut pas lui prendre... Le courant, c'est le nombre de charges par unité de seconde. Un générateur, on ne peut pas lui prendre autant de charges qu'on veut chaque seconde. Il y a une limite, mais enfin, grosso modo, un générateur parfait, c'est un générateur qui, quel que soit le courant qu'on lui prend, quelles que soient les charges qu'on lui retire, enfin, évidemment, si on lui retire là, on lui rend là, il n'y a pas de mystère, hein, d'accord, mais dans un circuit, on peut, en principe, tirer jusqu'à une certaine limite la quantité de courant qu'on veut,
système va s'adapter au circuit, mais quelle que soit la quantité de courant qu'on lui tire, il donne toujours la même tension. Et cette tension, c'est E. Alors ça, c'est un générateur de tension idéal, en fait. Je vais mettre là. Idéal, c'est justement ça, c'est UAB égale E, quel que soit I. D'accord ? Alors, en pratique, c'est jamais idéal. C'est comme ça, c'est la vie. En pratique, si on lui demande beaucoup de courant, plus on lui demande de courant, moins il arrive à maintenir sa tension. D'accord ? Alors, en pratique, au générateur réel, la tension délivrée décroît avec le courant demandé. Et donc tout se passe comme si on peut modéliser cet effet-là, qui est donc que plus on lui demande de courant, moins il peut délivrer de tension. On peut le modéliser à l'aide de ce qu'on appelle la résistance interne du générateur. Modélisation par une résistance interne. Et donc on va le représenter comme ceci. Voilà le condensateur, le générateur réel. J'aurais peut-être dû mettre le A ici. Bon, tant pis, on va faire comme l'autre. Bon, trop tard. Allez, B. Voilà, tout se passe comme s'il y avait une résistance à l'intérieur dans le dipôle AB qui est le générateur global. Donc, ça, c'est le générateur. Voilà. On le représente comme ceci, avec une force électromotrice pure, dans le cas, comme dans le cas d'un générateur de tension idéal. Donc ça délivre E, mais ce qui sort de A, ici, ça dépend du courant qui est demandé, justement. En réalité, UAB, si j'introduis ici un point intermédiaire, I, UAB, donc cette tension-là, c'est UAI plus UIB, d'accord? C'est VA moins VB par définition, donc c'est VA moins VI plus VI moins VB. Ça, c'est E. Et ça, que vaut VA moins VI, sachant qu'il y a un courant I qui passe, c'est moins RI. Entre là et là, il y a une chute de tension RI. Donc VA est plus bas en tension que I de RI. Donc VA moins VI, c'est moins RI. Autrement dit, la caractéristique du générateur réel, c'est une modélisation qui est pas loin, enfin qui fonctionne dans un domaine assez large, c'est donc E moins RI. Moins RI qui sort d'ici, ce I là. Hein. Faites toujours attention aux conventions. Convention de sens. Vous pouvez choisir un I dans l'autre sens et ce sera plus RI. Donc n'apprenez pas par cœur E moins RI. Ça dépend du I. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment avoir compris, c'est que le problème du générateur réel par rapport au générateur parfait, c'est que s'il était parfait, il donnerait E tout le temps. En pratique, si on lui prend du courant, eh ben, il donne un peu moins. Voilà. Donc tout se passe comme si il y avait une résistance interne. Donc ça donne une caractéristique, ce qu'on appelle la caractéristique du générateur, c'est-à-dire la caractéristique d'un dipôle, c'est la représentation de la tension en fonction de l'intensité, ou l'inverse, ou l'intensité en fonction de la tension, au choix. On va mettre donc
la tension en fonction de l'intensité, par exemple, ici. Donc, pardon, UAB en fonction de I avec ces conventions-là. Et donc, vous avez idéalement E égale UAB égale E, quel que soit I. En pratique, donc ça c'est idéal, en pratique, la tension délivrée c'est bien E lorsque I vaut 0, mais si I n'est pas nul, eh bien cette tension décroît avec une pente moins R ici. D'accord ? Bon. C'est très bien ça. OK? Alors on va passer au générateur de courant. Allez. Alors c'est le même principe, un générateur de courant c'est quelque chose... Oui, non, pardon, un petit commentaire avant. Donc le générateur établit une différence de potentiel ici. VA est plus grand que VB. VA, c'est VE, c'est VB plus E, justement. Donc vous voyez que dans un circuit, par exemple, allez, prenons un cas super simple. Voilà. Juste le générateur qu'on met dans un circuit avec une résistance. Que font les charges? Alors, en vrai, c'est les électrons qui bougent, on va considérer les charges plus. Les charges moins font l'inverse. Donc, ici, là, en A, vous avez un potentiel plus grand qu'en B. Donc vous avez un champ électrique qui s'établit dans le fil comme ceci. Donc les charges partent d'ici, elles dévalent la pente, elles descendent le potentiel. Alors là c'est un fil, c'est-à-dire qu'elles gardent en fait la même tension, on va négliger la résistance ici. Là d'un seul coup elles sont freinées, enfin là ça les... Donc elles sont freinées par la matière, rappelez-vous le modèle de Drude. Enfin freinées, c'est pas le bon... C'est pas le bon terme. Elles perdent de l'énergie, mais en fait, les charges se déplacent en bloc. On est en régime permanent. Les charges se déplacent dans le fil. Il y a autant de charges qui rentrent là que de charges qui sortent là. Bref, les charges continuent et elles arrivent ici. Et là, ce que fait le générateur, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment quelque chose d'un peu magique. Alors que le potentiel est plus grand ici que là, eh bien, les charges, parce que les charges se conservent. Donc, d'une façon ou d'une autre, les charges qui arrivent ici remontent le potentiel pour repartir d'ici. Imaginez une chute d'eau, vous arrivez au bout du circuit, et là, il y a un ascenseur qui... il faut les remonter, quoi. Alors, en général, on ne s'occupe pas de ce qui fait ça. Donc, je vous ai dit, ça peut être des propriétés chimiques de la matière qui font que les charges, alors que ce potentiel est plus grand que celui-là, et que donc, il y a un champ électrique comme ça qui repousse les charges vers le bas, néanmoins, il y a des forces, il y a des processus de nature chimique, il y a des forces d'induction, on verra ça quand on fera l'induction, comme pour une force électromotrice induite, qui font que les charges, néanmoins, remontent le courant, parce qu'il y a une autre force en plus de la force créée par le champ électrique qui agit et qui va au-delà, enfin qui compense et même davantage le champ électrique et qui fait remonter les charges. Donc, en général, en électrocinétique, on ne décrit pas ce qui se passe là, mais prenez bien conscience que là-dedans, les charges, elles font le contraire de ce qu'on penserait qu'elles devraient faire du simple fait du champ électrique, c'est-à-dire de la différence de potentiel. Parce qu'il y a quelque chose là qui intervient, qui est d'une autre nature. Ok, alors le générateur de courant,
Alors en général, on le représente comme ça, enfin souvent on le représente comme ça, avec deux ronds au lieu d'un, et une flèche. Et donc là, on va mettre I0, A, B. Et donc un générateur de courant, ça fournit un courant. Et pour un générateur idéal, le courant I qui est délivré, alors il y a un sens, hein, il y a une flèche, il y a un sens, ça sort du courant par là. Et donc, quoi qu'il arrive, un générateur de courant d'intensité I0, ça sort un courant qui a pour intensité I0. Quelle que soit la tension aux bornes de ce dipôle, quel que soit UAB ou UBA. D'accord? Alors, en vrai, c'est jamais tout à fait ça. Un générateur de courant, ça arrive à donner un courant bien déterminé, mais si on lui impose une tension trop grande, il en donne un peu moins de courant. Il n'est pas capable de tenir le même courant pour n'importe quelle tension, en vrai. De même que le générateur de tension n'est pas capable de tenir la même tension pour n'importe quel courant. Alors, l'idéal réel. I plus faible si la tension demandée est grande. Ainsi, la tension demandée croît. Et ça se modélise par une résistance en parallèle. De la façon suivante. Donc vous avez le générateur idéal qui fournit I0 quoi qu'il arrive, mais le vrai générateur, en fait, c'est l'association de ce générateur de courant idéal et d'une résistance en parallèle, petit r, voilà, de sorte que le courant qui sort ici, ce n'est pas tout le courant qui sort du générateur de courant idéal. Lui, la partie idéale sort I0 quoi qu'il arrive. Mais le I ici dépend de ce qui va être prélevé en quelque sorte en interne dans le générateur de courant. Il y a une partie ici du courant, je vais l'appeler I interne, par exemple, qui vaut quoi? Eh bien, ce I interne, il vaut justement, j'ai mis A là et B là, je ne sais pas qu'est-ce qui est bien, c'est peut-être mieux de laisser B et A, vous en fichez. Bon, comme ça vous force à réfléchir. Le courant ici, c'est UBA divisé par R. D'accord? Le courant qui passe là, c'est VB moins VA. Cette différence-là de tension, la tension qu'on impose aux bornes du générateur de courant, divisé par R, hein, puisqu'on a UBA. Qu'est-ce que j'ai dit? Le courant, c'est UBA sur R. C'est ça que j'ai dit? Je ne sais plus. En tout cas, on a UBA qui vaut RI interne, d'accord? Dans cette branche-là. Différence de potentiel entre là et là, c'est R fois le courant. Donc finalement, le I qui sort, ce n'est pas I0, idéalement ce serait I0, mais en vrai, si on met une tension ici, eh bien il ne sort pas I0, mais I0 moins I interne. C'est-à-dire I0 moins UBA sur R. D'accord ? Donc si on ne met pas de tension, alors il sort bien le courant
intentionnel, enfin celui qu'on souhaite sortir, le I0, mais si on met une tension, bah, c'est un peu moins. Alors évidemment, cette correction, pour un bon générateur de courant, cette correction est très faible. C'est-à-dire que le courant qui sort, c'est grosso modo I0 tout le temps, mais pas tout à fait. Donc, idéalement, un générateur de courant idéal a en fait une résistance infinie. C'est-à-dire que ici, c'est un fil ouvert. Tandis qu'un générateur de tension idéal, c'est un générateur qui a une résistance interne nulle, qui tend vers 0. C'est juste un fil. Donc on peut représenter, alors on peut l'écrire dans l'autre sens, on peut aussi écrire que UBA, c'est R facteur de I moins I0. Et bon, si je représente I en fonction de U, donc idéalement on a I0 quel que soit U, ça c'est le cas idéal. Et en pratique, eh ben, on a un peu moins. Avec une pente moins 1 sur R ici. Donc le générateur de courant idéal a une résistance interne, ça s'appelle aussi la résistance interne, qui tend vers l'infini. Pour un générateur de tension idéal, la résistance interne, au contraire, tend vers 0. Ouais. Bon. Il nous reste... les diodes. Alors, les diodes. Qu'est-ce que je peux effacer là? Tout ça, c'est bon? J'attends 2 secondes. Ouais. C'est une résistance interne au générateur? Oui, parce qu'en fait, enfin, c'est une modélisation, mais le générateur de courant, c'est tout ça en fait. D'accord? Et ça délivre I0. S'il n'y avait pas ce R là, ça sortirait I0 tout le temps. Mais comme il y a ce R, bah, il y a une partie du I0 qui est délivrée par le générateur proprement dit, enfin le générateur idéal, qui est détourné à l'intérieur, donc il sort un peu moins. Donc un générateur de courant réel, non idéal, c'est une association d'un générateur de courant parfait, idéal, et d'une résistance interne aussi grande que possible. Quasi infinie, mais jamais parfaitement infinie. Donc le courant qui sort est un petit peu moins grand que le courant voulu. Ouais. Ok. Je peux l'effacer, c'est bon? Alors, les diodes. Alors, c'est pareil, hein, les diodes, si on veut faire la physique des diodes, c'est compliqué. Enfin, c'est pas au programme, en tout cas. Hein, donc, ça fait intervenir des matériaux semi-conducteurs. Et en plus, ça fait intervenir une jonction, en fait, entre des matériaux semi-conducteurs qui sont dopés, comme on dit, de façon différente. On peut modifier leur structure chimique, cristalline, pour soit en... Enfin bon, bref, je ne rentre pas dans le détail du... je crois pas que c'est pas au programme, non, les jonctions PM. On peut doper un matériau P comme positif, c'est-à-dire avec des trous, avec des déficits d'électrons, en changeant la nature de certains éléments, ou bien N comme négatif, c'est-à-dire avec un surplus d'électrons, enfin, c'est un surplus d'électrons susceptible de se déplacer, un surplus de trous susceptible de se déplacer, donc c'est un peu complexe, peu importe. Notez juste parce que vous avez dû l'entendre, on a une jonction PN, donc ça c'est entre deux semi-conducteurs. L'un dopé P et l'autre N. Bon,
Bon, en plus, on peut faire des diodes de types différents, mais bon. Donc je ne vais pas rentrer du tout dans la physique des diodes, mais on va regarder comment ça se comporte. Alors d'abord, je vais la représenter, comme j'ai fait pour les autres. Alors là, à la différence de la résistance de la bobine ou du condensateur, la diode a un sens. Ce n'est pas réversible. Alors on le représente comme ça, qui indique que ça fait une espèce de flèche qui montre que ça passe par là. On va appeler ça IID, le courant de la diode. Et là, il y a une espèce on met une barre comme ça qui indique que par là, c'est bloqué. C'est un mur. Le courant ne peut pas passer par là, il peut passer par là. Alors pour une diode parfaite, idéale, quand on veut faire passer du courant par là, c'est-à-dire si la tension en A est plus grande que la tension en B, c'est-à-dire s'il y avait un fil, le courant passerait comme ça, eh bien en fait, il passe comme si c'était un fil. Une diode dans le sens passant se comporte comme un simple fil, résistance nulle, c'est comme s'il n'y avait rien. Par contre, c'est asymétrique. Si on voulait faire passer le courant par là, c'est-à-dire si VB était plus grand que VA, alors le courant normalement devrait s'écouler comme ça, ben ça ne peut pas, et donc en fait le courant est égal à 0. Donc soit on est dans le sens passant, c'est-à-dire soit la tension UAB, je vais l'écrire comme ça, si UAB est positif, c'est-à-dire VA plus grand que VB, disons, oui, c'est... Il passe sans problème, mais du coup, c'est un fil qui n'a pas de résistance, et en fait, UA égale 0. Donc c'est contradictoire. Je dis si c'est positif, alors c'est nul. Enfin, il faut comprendre que dans le circuit, là je parle pour la diode idéale, dans le circuit, si en l'absence de diode, U1 était plus grand que UB, alors ça pourrait passer, et du coup ça passe, et à ce moment-là ça fait un court-circuit. Et donc la tension elle devient nulle. On va tracer la caractéristique. Par contre, si VB est plus petit que VA, eh bien, I égale 0. Alors là, je mets des guillemets, je vais le dire mieux dans un instant. Donc si VB est plus petit que VA, ça passe pas. Pardon, si VB est plus grand que VA. Si VB est plus grand que VA, il n'y a pas de courant qui passe. Sinon, le courant passe librement. Plutôt mieux comme ça. Et vu qu'il passe librement, en fait, du coup, VB égale VA. OK? Ouais, alors, je vais donc, si VB est plus grand que VA, la diode est bloquée et on a I égale 0. Sinon, la diode est passante la diode est passante. Et donc si la diode est idéale, on a en fait UAB égale 0, si idéal. Sinon, je vais tracer la caractéristique.
Je vais tracer la caractéristique, ce sera mieux. Donc, si UAB, on appelle ça polariser une diode, de mettre une certaine polarité sur une certaine tension sur ces deux bords. Si la diode est polarisée en inverse, c'est-à-dire qu'on met une tension plus grande, un potentiel plus grand ici que là, c'est-à-dire UAB négatif en fait, alors il n'y a pas de courant, c'est bloqué. On est là, ça c'est bloqué. Pour débloquer la diode, il faut en fait mettre une tension plus grande ici que là. Et à ce moment-là, ça passe. Alors en fait, il y a une certaine tension seuil. C'est-à-dire si on met une tension mais trop faible, ça ne suffit pas à la débloquer. Il faut mettre au moins une certaine tension seuil, qui est la tension de la jonction PN en fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette tension seuil, je vais la noter E seuil. Typiquement, pour les diodes que vous avez, que vous manipulez, c'est de l'ordre de 0,7 volts. Donc, tant qu'il n'y a pas un excès suffisant ici, par rapport à là, c'est bloqué. Quand on passe un seuil, alors ça se débloque et le courant peut commencer à passer. Alors, dans le cas réel, on a un truc qui fait ça. Je vais le faire comme ça. Dans le cas d'une diode parfaite, en fait, cette pente, elle est infinie. Donc, je recommence. Si on est polarisé en inverse, c'est-à-dire si la tension... Enfin, tant que la tension entre là et là n'est pas au-delà d'un certain seuil, le courant est nul, c'est bloqué. Et au-delà du seuil, en fait, le courant peut être n'importe quoi, ça passe, et du coup la tension vaut ça. En vrai, pardon ? Après, ça peut casser, mais enfin, évidemment, ça va pas à l'infini, mais bon, non, pour l'instant, c'est... Donc ça, c'est le cas parfait où, en fait, dès que vous passez le seuil, bah, la tension, elle vaut le seuil, elle ne vaudra jamais plus, et par contre, vous pourrez sortir autant de courant que vous voulez, jusqu'à ce que vous puissiez plus, bien sûr. Mais enfin, quand on utilise une diode dans un circuit, on n'a pas à se soucier de la... Si le circuit est relativement bien conçu, la diode va être capable de fournir le courant qu'on demande. N'importe quoi. Le courant qu'on demande, il va sortir. Évidemment, jusqu'à une certaine valeur. Oui ? Du coup, la diode réelle, elle fonctionne un peu comme une résistance ? Alors, la diode réelle fonctionne comme une résistance, mais seulement au-delà du seuil. Parce que la résistance, vous pouvez faire passer du courant comme ça, ou comme ça. Là, non, impossible de faire passer du courant dans l'autre sens. Et vous ne pouvez même pas faire passer du courant dans le bon sens si la tension n'est pas au moins la tension seuil. Donc c'est vraiment ça, c'est si la tension est plus grande ici que là, c'est bloqué. Si vous faites passer du courant, il faut que la tension ici soit plus grande que ça, mais en fait, non seulement ça doit être plus grand que ça, mais ça doit être plus grand que ça, plus la tension caractéristique de la diode. Donc il faut qu'il y ait une différence de potentiel V1 moins VB doit être supérieure à V seuil. Pour une résistance, V1 moins VB vaut ce qu'il vaut. Là, il faut VA moins VB plus grand que V seuil pour débloquer la diode. Et si elle est débloquée, alors effectivement, elle se comporte comme une résistance. Mais il faut d'abord la débloquer. Alors, elle se comporte comme une résistance, mais comme une résistance très très faible. C'est-à-dire que la variation de la tension est très faible, même pour un grand courant. Alors,
mais ça me gêne quand même de dire c'est comme une résistance, parce que pour une résistance, si le courant est nul, la tension est nulle, la différence de potentiel est nulle. Là, la différence de potentiel, elle commence au seuil. Donc de toute façon, il y a une différence de potentiel qui vaut E seuil, et après, ça augmente un petit peu si vous tirez du courant. Dans le cas parfait, soit la différence de potentiel est trop petite, soit négative, soit pas, en tout cas inférieure à E seuil, et il ne se passe rien, c'est bloqué, il n'y a pas de courant. Soit vous la débloquez, c'est-à-dire que vous avez une tension qui est suffisante, c'est-à-dire qui atteint E seuil, alors ça la débloque. À ce moment-là, il peut se passer n'importe quel courant, et la tension vaudra jamais plus que la tension E seuil. C'est une espèce de... ça fait une marche comme ça, quoi. Soit c'est bloqué, soit vous la débloquez, c'est gagné. Donc ça, c'est parfait. Et après, j'avais commencé par la diode idéale. J'aurais peut-être dû faire plutôt dans ce sens-là. La diode idéale, c'est la diode pour laquelle le E seuil serait 0, en fait. C'est-à-dire que dès que vous avez UA qui est plus grand que VA qui est plus grand que VB, alors il n'y a aucune tension et il y a le courant qu'on veut qui passe. Donc la diode parfaite idéale, c'est celle par laquelle j'avais commencé en fait. Je pensais que ce serait plus simple, mais je ne crois pas en fait. J'ai fait une erreur, excusez-moi. J'aurais dû commencer par le réel. Alors évidemment, dans un exercice, on vous dira dans quel cas on est. Le plus souvent, on est dans ce cas-là, avec un seuil, et on vous donnera la valeur du seuil. Ça, on considère... Enfin, c'est rare je doute que vous tombiez sur un exercice avec une diode qui ne soit pas au moins parfaite dans le sens là-bas. Et parfois, elle sera même idéale comme ceci, c'est-à-dire, donc, voilà, E seuil égale 0 en fait. C'est exactement le même comportement, mais E seuil égale 0. Donc si la polarisation est négative, c'est-à-dire si on met la tension au point A, au point d'entrée de la diode, plus basse que la tension au point de sortie, que le potentiel au point de sortie, si la tension ici est plus basse que là, il ne se passe rien. C'est un fil ouvert, il n'y a pas de courant qui passe. Par contre, si vous la débloquez, c'est-à-dire si finalement vous mettez une tension ici qui n'est pas plus petite que là, alors le courant passe sans entrave, et tellement sans entrave que en fait, la tension vaut 0. C'est comme si c'était un fil. Donc dans cette représentation vraiment idéale de la diode sans tension seuil, ou avec une tension seuil nulle, soit elle est passante et c'est un fil ouvert, un interrupteur ouvert, passante, alors ça équivaut à ça. D'accord ? C'est comme un interrupteur ouvert. Soit, bloqué, excusez-moi. Soit elle est bloquée et c'est un interrupteur ouvert, soit elle est passante et c'est un interrupteur fermé. Et ça dépend de la polarité. Ça dépend de la tension qu'on cherche à imposer. Si on cherche à imposer une tension négative, alors il n'y aura pas de courant. Si on cherche à imposer une tension positive, alors en fait elle sera nulle cette tension. On aura un court-circuit, ça va passer, puis c'est tout. Voilà. Mais le plus souvent, vous aurez... je ne sais pas, ça dépend des exercices. Le plus souvent, je pense, vous aurez une diode qui est quand même idéalisée dans ce sens où, voilà, vous avez ici une pente infinie, mais seulement au-delà d'un certain seuil. Pour la débloquer, il ne suffit pas de mettre une tension nulle, enfin, il ne suffit pas de mettre une tension qui n'est pas négative, il faut mettre un petit peu plus, il faut passer un seuil, dont je vous rappelle qui est voilà, de cet ordre-là. OK ? Bon, on fera 2-3 exos parce que c'est peut-être un peu abstrait pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça.
Alors après, il y a la diode Zener. Je crois qu'il faut que vous connaissiez aussi. La diode Zener, vous la connaissez? Ouais? Non? Alors la diode Zener, c'est le même principe, sauf qu'en fait, quand on la polarise en inverse, c'est-à-dire quand on met une tension négative à cette borne, dans ce sens-là, donc il ne se passe rien, d'accord? Elle est bloquée, mais il y a un moment, si vraiment on met une très grosse tension négative, alors ça la débloque, et à ce moment-là, ça lui donne un truc comme ça, là. Je vais la faire là, la caractéristique. Donc diode Zener. Si vraiment on insiste, alors il y a un claquage. Quelque sorte, donc ça c'est la diode Zener. On dit Zener en français, je ne sais pas si c'est Zener, je ne sais pas comment on pourrait dire. Donc là, la tension seuil 0,7 volts, je la considère idéale avec une pente ici quasi infinie, donc c'est toujours I en fonction de U, avec les conventions que j'avais prises tout à l'heure, IAB, UAB. Et par contre, voilà, donc si on va, là, ça on appelle ça la tension Zener, UZ par exemple. Donc, au-delà d'une certaine limite, eh bien, le courant passe quand même dans l'autre sens. Et il peut être aussi grand qu'on veut et la tension sera toujours égale à la tension Zener. Alors en vrai, c'est pareil, hein. Cette pente-là, elle n'est pas verticale, elle est un peu comme ça. Donc ça fait un peu un Z, c'est caractéristique, comme Zener. Ah, et ça se représente comme ça d'ailleurs. Alors il y a plusieurs représentations, parce que les gens ne sont pas encore mis tout à fait d'accord, mais ça peut être comme ça, par exemple. Ça évoque un Z, et en même temps, ça évoque la caractéristique qui a ces deux pentes, pas juste une. Alors, mais des fois c'est juste avec une comme ça. Puis des fois, même, on trouve ça aussi. Donc 1, 2, 3, enfin bon. Quand la barre n'est pas droite, c'est grosso modo, c'est une diode Zener. Qui a un intérêt donc pour... Bon, on verra, je crois que j'ai mis un exercice avec une diode Zener de redressement, je ne sais pas si on aura le temps de le faire, mais... alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la tension ici est beaucoup plus grande. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la tension Zener, hein, enfin, ce potentiel-là. C'est beaucoup plus grand que le 0,7 volts. Alors ça dépend, ça peut être plutôt 7 volts que le 0,7. Et ça peut même être 100 volts, ça dépend un peu des caractéristiques. Alors après, il y a tout un tas de types de diodes différentes. Vous avez entendu parler des diodes électroluminescentes, hein, les fameuses LED, qui sont aussi des jonctions comme ça de semi-conducteurs, mais qui ont la propriété, quand elles sont passantes, d'émettre de la lumière en plus. Donc elles se comportent exactement pareil. En fait, une LED, c'est exactement ce qu'on avait, c'est ça, sauf que quand ça passe, en plus, ça fait de la lumière. Bon, sympathique. À une longueur d'onde bien précise, qu'on peut... qui dépend du matériau, du type de jonction, etc. Ok? Bon, je crois que c'est pas la peine d'en dire plus. Qu'est-ce qu'on avait comme dernier composant? Ah, l'ampliop, l'amplificateur opérationnel. Alors c'est pareil, là il y a l'idéal, le parfait idéal. Alors allons-y. Alors il faut comprendre la philosophie de l'ampliop avant de bien comprendre comment on le modélise dans des cas un peu idéalisés. Donc ça, on dit amplificateur opérationnel. Alors ça, c'est pas un dipôle. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est un dipôle. Il y a une entrée, une sortie. Là, c'est plutôt un tripôle, mais enfin, ça dépend comment on l'insère dans un circuit. Mais enfin, oui, il y a deux entrées. Alors en général, on le représente avec un triangle, mais des fois avec un rectangle. Il y a une entrée positive, une entrée dite positive, une entrée dite négative. Voilà. Et puis il y a une sortie.
représente une ligne de masse ici, je mets au potentiel V0, c'est-à-dire je prends une référence de potentiel. Alors ça, attention, ça c'est un composant actif. Il est branché sur le secteur, il faut lui donner de l'énergie, vous allez voir pourquoi. Je dirais un générateur aussi, hein, il en donne, mais parce qu'il la prend ailleurs. Hein, donc, enfin pas une pile, elle le prend dans l'énergie chimique, donc, mais c'est actif au sens où ça ne fonctionne pas en mouvement continu. Donc, alors, l'ampli-op, son principe, c'est un amplificateur, mais c'est un amplificateur différentiel. Son principe, c'est d'amplifier la différence de tension entre les deux ici. Donc, si vous appelez ça, alors, je vais noter epsilon, c'est-à-dire la différence de potentiel entre le plus et le moins. Le principe de l'ampli-op, c'est qu'il vous sort une tension de sortie ici, US, VS, V de la sortie moins V de référence, qui est un certain nombre de fois, on note souvent mu, ou K, je ne sais pas, on va mettre K fois epsilon. Donc c'est un amplificateur différentiel. Vous lui donnez deux tensions, il regarde la différence et il la multiplie par un certain facteur, mais par un gros facteur. Un très très gros facteur. 10 puissance 5 typiquement. Donc vous faites une toute petite différence, vous avez deux potentiels qui arrivent, donc une toute petite différence de potentiel. Par exemple 1 millivolt, et il fait fois 10 puissance 5, et il sort 100 volts. Donc à peine, si vous voulez, ça détecte une toute petite différence de tension, de potentiel, et ça sort une amplification de ce truc-là. C'est ça l'idée, c'est un amplificateur différentiel. Regarde différence. Évidemment, pour faire ça, il faut lui mettre du jus. Enfin, voilà. Mais donc ça, c'est branché quelque part. Mais si vous voulez, c'est une boîte noire qui réalise ce truc-là. Dedans, c'est compliqué. Hein. L'invention de l'amplificateur opérationnel, c'est quelque chose de... Enfin, c'est un pas important dans le développement de l'électronique. Hein. Donc on peut considérer que c'est un dipôle, parce que par définition, un dipôle, c'est... Ben non, parce que là, il a deux entrées et une sortie. Mais des fois, on l'utilise comme dipôle parce que la sortie, on peut la ramener sur le... Donc, ça dépend. Donc, c'est pour ça. En soi, comme ça, c'est un tripôle, mais après, on peut l'insérer dans un circuit en tant que dipôle. Mais aussi en tant que quadripôle, dans certains cas. On peut faire sortir le fil de masse et... Bon. On verra comment on l'utilise. En tout cas, voilà, c'est ça l'idée. Alors... Donc, représentons la caractéristique de ce truc-là. En fonction de epsilon, il y a une certaine tension de sortie. Et cette tension de sortie, donc, elle est colossale. Enfin, disons, la pente, donc, Vs est proportionnelle à epsilon. Donc, c'est une droite, si vous voulez. C'est proportionnel. Mais, donc, comme la pente est colossale, comme le coefficient est colossal, on a plutôt un truc, enfin, ça dépend des échelles qu'on met là, mais enfin, on a plutôt un truc qui est, grosso modo, comme ça. D'accord ? Donc ici, on a une pente gigantesque. Alors évidemment, si vous lui demandez 100 milliards de volts, il ne va pas les sortir. Il y a un moment, ça s'arrête. Alors, c'est ce qu'on appelle la tension de saturation. À un moment, ça sature, il ne peut pas sortir plus qu'une certaine valeur. Donc, il y a une certaine tension de saturation qui fait que, après, même si vous augmentez epsilon, ben, ça y est, il a atteint son max, c'est fini. Donc, typiquement, ces tensions de saturation, c'est de l'ordre de 15 volts pour les ampli-op standards que vous serez amené à manipuler. Okay. Et pareil, il y a une tension, ça peut sortir aussi une tension négative, hein, donc si V plus est plus grand que V moins, si epsilon est positif, ça sort un truc positif, si c'est négatif, ça sort un truc négatif. Hein, donc c'est la caractéristique est symétrique, en quelque sorte. Enfin, ça détecte aussi une différence négative, et à ce moment-là, ça sort une tension négative, mais toujours amplifiée par le facteur 4. Donc de la même façon,
Ça, c'est vrai jusqu'à ce qu'on n'atteigne pas une certaine valeur de saturation. Alors, la saturation négative, ce n'est pas nécessairement exactement l'opposé de ça, mais c'est souvent, c'est pas loin. On essaye que ce soit à peu près la même chose. Donc, dans le cas un peu idéalisé, on va avoir ici moins V saturation. Donc, moins 15 volts. Donc ça, c'est l'ampli-op à peu près idéal. Mais on peut encore idéaliser ce truc-là. Donc ça, c'est l'ampli-op parfait. Je ne sais jamais qu'est-ce que... Il y a parfait, idéal, j'aurais dû réviser. Je pense qu'il est parfait, mais pas idéal celui-là. L'idéal, il vient. Non, bon, je sais pas. On vous le dira dans les exos. Enfin, ça, c'est l'ampli-op intentionnel. On voudrait avoir un truc comme ça, très très pentu, et on sait bien qu'il y a une limite, et ça donne ça. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, forcément, c'est plutôt un truc un peu comme ça, un truc un peu comme ça, mais bon. Donc, dans ce sens-là, celui-là, il est déjà idéalisé. Mais le parfait, en fait, il a une pente infinie. C'est-à-dire, ce coefficient K, qui est de l'ordre de 10 puissance 5, si on voulait vraiment faire le mieux qu'on peut, il serait infini. Alors quand ça tend vers l'infini, que devient la caractéristique? Je vais la faire là. Donc en fonction de epsilon, quelle est la tension de sortie? Bah, tout simplement, dès que epsilon est un tant soit peu positif, l'infini fois un tout petit peu positif, ça fait plus l'infini, donc ça va saturer tout de suite. Donc en fait, la caractéristique de l'amplificateur opérationnel vraiment idéal, c'est celui qui, si epsilon est positif, tout de suite il sature. Même si epsilon égale 0 plus. C'est pour ça qu'on note epsilon, parce que c'est du coup, en fait, dans le régime linéaire, ici, le epsilon, en fait, il va être nul. Ah oui, je vais revenir après sur les... Et de la même façon, dès que epsilon est un tant soit peu négatif, ça vaut moins la tension de saturation. Alors, cette partie-là s'appelle quand l'amplificateur opérationnel travaille dans cette partie-là, on dit qu'il est en fonctionnement linéaire. Donc ça, c'est en régime linéaire. Et là, on appelle ça le régime saturé. Là ou là. Ah, ça y est, j'ai retrouvé comment on dit. Je vais vous dire. Donc ça, c'est un amplificateur opérationnel, en fait, réel, que vous pouvez utiliser en régime linéaire ou en régime saturé. Ça, c'est l'amplificateur parfait ou idéal. En fait, je pense que c'est le même mot. Enfin, c'est la même notion. Et lui aussi, vous pouvez l'utiliser en régime linéaire ou saturé. Mais c'est un peu bizarre parce qu'il n'est jamais linéaire. Si, en fait, il est linéaire dans cette droite-là. Et comme dans le cas idéal, vous supposez que ça, c'est tellement grand qu'en fait, c'est infini, et que vous arrivez tout de suite à la saturation, si vous êtes, dans le cas d'un ampli-op idéal, en régime linéaire, en fait, c'est que vous êtes sur 0, exactement. Donc ça, c'est l'ampli-op idéal. Ça, c'est l'ampli-op idéal. Et donc, l'ampli-op idéal en régime linéaire, c'est-à-dire dans la partie de relation linéaire entre Vs et epsilon, en fait, s'il est idéal comme ça, epsilon égale 0. Donc souvent, ce sera comme ça dans les exercices. J'en ai mis quelques-uns, donc vous verrez. On en fera d'ailleurs. Quand on dit qu'on a un amplificateur opérationnel idéal ou parfait, je ne sais pas quoi, en régime linéaire, vous savez que epsilon égale 0. Le truc se débrouille pour que là, il n'y ait rien, parce que s'il n'y avait pas rien, s'il y avait un temps soit peu, soit plus, soit moins,
alors on serait saturé, et la partie saturée n'est pas la partie linéaire. N'est pas le régime linéaire qui est le régime d'amplification. Donc en vrai, c'est comme ça, et il peut y avoir un intérêt d'amplifier cette différence, mais quand on utilise souvent les amplificateurs opérationnels dans un régime qui permet en fait d'assurer qu'ici il y a 0. Et sinon, si on sort du régime linéaire, alors ça se comporte comme un générateur de tension parfait, qui sort toujours la même tension, la tension de saturation, mais par contre soit positif, soit négatif, suivant justement la polarisation qu'on a mis là. Si on impose ici une tension plus grande que là, il va sortir plus la tension de saturation. Si on impose l'inverse, il va sortir moins la tension de saturation. Et éventuellement, suivant le circuit et la dynamique du circuit, ça pourra basculer et faire sortir des tensions alternées. Bon, après, tout dépend comment on utilise ce composant. Mais voilà comment fonctionne le composant. Son intention, c'est d'amplifier une petite différence de façon très très importante jusqu'à une certaine saturation. Et dans le cas idéal, l'amplification est telle que si la différence n'est pas strictement nulle, ça sature déjà. Au régime linéaire, la différence sera nulle. OK? Bon, quelle heure est-il? Il reste une petite demi-heure, il faut que je parte un peu avant pour ne pas rater mon avion, donc on va dire 20-25 minutes. Oui. Non, je sais que ça va vous manquer, mais vous pourrez continuer, vous pourrez rester là après. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on fait un exo? Oui. Allez. Alors, on n'a pas fait Thévenin-Norton. On va le faire au fur et à mesure des exos. Ou alors on fait Thévenin-Norton tout de suite, non? Faire un petit exo. On va faire les premiers exos triviaux, là. Exercice 1. Alors, je commence par le circuit de gauche. Donc ça, c'est juste pour se rappeler la loi des nœuds, la loi des mailles. Ça, c'est vraiment le truc trivialissime. On va faire ça vite. Donc, un générateur de tension continue, une résistance R1, puis une résistance R2, là il y a une bifurcation, une résistance R3, une résistance R4, et on retourne sur la borne moins du générateur de tension continue. Donc c'est un générateur idéal, E égale E, enfin la tension ici là, est égale à E, je ne sais pas si j'appelle ça, il n'y a pas de point, si j'appelle ça A et B, la tension U à B est égale à E, quel que soit le courant qui sort ici. Alors je ne vais pas l'appeler U parce que, ici il y a U à B, mais l'énoncé nous demande de calculer U, cette tension-là, la tension aux bornes de la résistance R3, c'est un petit U, et le courant petit i qui passe dans la branche externe ici, dans la deuxième maille du circuit, enfin dans la branche externe. Donc le générateur délivre une tension continue, déterminer l'intensité du courant I et la valeur de la tension de la tension U. Bon. Alors là, on va faire ça brutalement au début et petit à petit on verra peut-être le théorème de Thévenin qui peut permettre de simplifier les choses. Mais là, c'est tellement simple, il y a deux mailles, c'est pas la peine de se prendre la tête, on va écrire ce qu'on sait. Alors ce qu'on sait, c'est la loi des nœuds, c'est-à-dire que quand vous avez une bifurcation, le courant se subdivise, c'est-à-dire que le courant qui arrive ici est égal à la somme des courants qui passent dans les deux branches. Alors je vais appeler ça je vais l'appeler I1 puisqu'il passe dans la résistance 1, celui-là je vais l'appeler I3 puisqu'il passe dans la résistance 3. Et donc je peux déjà écrire que je l'ai appelé comment celui-là? I1. Je peux déjà écrire que I1,
ça va être le I que je cherche plus I3. Là, j'ai écrit la loi à ce nœud-là. Alors, il y a un autre nœud qui est ici, mais en fait, ça ne va rien m'apprendre de plus, puisque j'ai I qui est là, donc j'ai le I qui est là, j'ai I qui est là. Dans une branche de circuit, le courant, il est évidemment le même partout. Si une charge part d'ici, elle arrive ailleurs. Enfin, la conservation de la charge fait, on avait vu, hein, que le courant est le même le long de branches comme ça. Donc ici, il y a I, là, il y avait I3, donc il y a encore I3. Et vu que là, il y a I1, eh bien, c'est le même I1 ici. Par conséquent, la loi des nœuds là et là, c'est la même. Elle me dit que I1 égale I plus I3. Donc ça, c'est une première équation. Il y a deux nœuds, mais il n'y a qu'une loi, en l'occurrence, parce que ça donne la même. Et puis ensuite, on a les mailles. On a deux mailles dans ce circuit. Celle-ci, et puis celle-là. Et donc, la loi des mailles me dit que si je somme la si je pars d'un point ici et que je somme la tension jusqu'à là, je vais la somme je vais trouver à 0. Ou je ne sais pas comment vous aimez le voir, moi j'aime bien le voir comme ça, que UAB, d'un côté c'est E, et de l'autre côté c'est ça, c'est à 0. Donc, voilà, on peut créer une première équation qui est que UAB, c'est en fait E, et c'est aussi, donc, la différence de potentiel entre là et là, c'est-à-dire là, il y a la tension R1I1, absolument. Et puis après, on descend là et on a R3I3. Et puis ça y est, on est en bas. Puisque sur le fil, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de chute de tension. Bon. Et puis par ailleurs, on peut regarder cette maille-là et dire qu'entre là et là, on peut passer par là, ça fait R3I3. Mais on peut aussi passer par là, et donc on a R2I plus R4I, c'est-à-dire R2 plus R4I. Voilà, donc on a ces trois relations. Là, on a trois relations avec trois inconnus qui sont les trois courants, I, I1 et I3. Donc on va résoudre, on va trouver I. Et puis une fois qu'on va résoudre, on va aussi trouver I3. Et une fois qu'on aura I3, on n'aura que U. En fait, ça, c'était U. Ça, c'est égal U, donc on aura. Donc il faut juste, à partir de ces trois relations, tirer le courant I et le courant I3. Alors bon, ici on a I en fonction de I3 déjà. Donc je peux le mettre. Et puis là, on a I1 en fonction de I et I3. Donc on va tout mettre en fonction de I là-dedans. Ok, donc alors on a I3 qui vaut R2 plus R4 sur R3 I. Ça c'est I3. Et par conséquent, on a I1, I1 qui vaut I plus ça, c'est-à-dire 1 plus ça, c'est-à-dire R, enfin, on verra, 1 plus R2 plus R4 sur R3 I. D'accord, ça c'est ça. Et ça c'est ça. Voilà, et du coup maintenant, on se met ici, et on a E qui vaut R1 fois ça, plus R3 fois ça. Donc ça fait R1 plus R1 facteur de R2 plus R4 sur R3 I plus ça, plus R3 fois ça, donc plus R2 plus R4. Voilà, I. Alors ça, ça peut éventuellement se simplifier, mais enfin... Ouais. Donc on a I qui vaut... si on met R3, enfin si on met tout le même dénominateur de R3, on va avoir donc R3 sur R1 R3 plus
R1 plus R3 facteur de R2 plus R4. Tout ça fois E. Voilà. Donc on a une relation simplement en composant comme ça les résistances. On a I qui est proportionnel à E. Alors ça, c'est une propriété importante. J'anticipe un peu sur le théorème de Thévenin. On n'a que des composants linéaires ici, c'est-à-dire là, en l'occurrence, que des résistances donc, qui obéissent à la relation U égale RI. Donc la tension est proportionnelle au courant, ou inversement, ou bien un générateur qui délivre une tension constante. Donc sa caractéristique est aussi linéaire, enfin c'est une droite horizontale, U égale E, quel que soit I. Donc on n'a que des composants linéaires ici, leurs caractéristiques sont des droites. Et donc quand on les combine, eh bien, on tombe toujours sur des relations linéaires, parce qu'il n'y a rien qui peut faire changer ce caractère linéaire de chaque élément du circuit. Voilà. Donc on a bien I qui est dans une relation linéaire avec E, en l'occurrence c'est proportionnel à E. Et de la même façon, petit u qui vaut R3, non, qui vaut R2 plus R4 fois I, bon, je peux le réécrire là, petit u égale, donc c'est R2 plus R4 fois ça. Bon, bref, ok. Fois tout ça. Donc U est aussi relié linéairement à E. Si vous mettez 10 fois plus de tension ici, il y aura 10 fois plus de tension là, il y aura 10 fois plus de courant là, il y aura 10 fois plus de courant partout en vrai. Tout ça est linéaire. Ok. Deuxième partie de l'exo, c'est bon ça? Deuxième partie de l'exo avec un circuit à 3 mailles. Alors. Oui, alors là, c'est une autre représentation d'un générateur de tension continue. Quand on le met comme ça, là, avec une grande barre et une petite barre, la grande, c'est toujours le plus, la petite, c'est le moins. Et si on représente ça, c'est nécessairement continu. On ne ferait pas ça avec un générateur alternatif. C'est des conventions. Alors, R1. R1, R2. R3, R4. Et donc, on a le courant I ici, le courant I1 ici. C'est des majuscules, pardon. I, I1, I2 et I3. Et on nous demande... Oh, il y avait une application numérique avant, je ne l'ai pas faite, hein, c'est pas grave. On nous demande de donner l'expression du courant I. On va toucher la même résistance. Alors, ouais. Donc il y a la méthode, on va juste évoquer la méthode pédestre et longue et pas astucieuse qui consisterait à écrire les différentes lois des nœuds et des mailles. Donc là, je vais mettre un I0 intermédiaire. On pourrait écrire ici que I0 égale I2 plus I3. D'accord, à ce nœud-là, ou celui-là. Ensuite, on a ici, à ce nœud-là, I qui vaut I0 plus I1. Monsieur, Ouais. dans l'énoncé, le I3 il est inversé par rapport à ça. Ah, pardon. Ah oui, I3 remonte. Merci. Alors, du coup, ce serait ça. Voilà. Pourquoi il remonte? C'est un choix. Enfin, oui, ça ne veut pas dire qu'il va être positif. Non, ouais, mais... Ouais. Quand... Ah, d'accord. Oui, enfin, je suis d'accord que c'est pas logique, c'est peut-être juste un piège. D'ailleurs, je suis tombé dedans. Mais, enfin, voilà, effectivement, c'est défini comme ça. C'est pas très logique.
Ok, donc on a cette loi des nœuds ici, cette loi des nœuds là. Bon, bah c'est tout, hein, parce que les autres nœuds vont donner les mêmes relations. Et puis ensuite, on a 3 mailles. 1, 2, 3. Donc on va dire que E, on va commencer ici, par exemple. On va dire donc que R2I2, ça c'est la tension entre là et là. Par cette branche-là, c'est R2I2. Et par cette branche-là, c'est, alors justement, à moins du coup, moins R3 plus R4 I3. D'accord? Ensuite, ici, on peut dire que par ailleurs, ce R2I2, c'est R1I1. Et puis ici, on peut dire par ailleurs que en fait, R1I1, c'est E. Et là, on a tout écrit, puisqu'on a, voilà, on a écrit, il y a 3 mailles, on a écrit 3 relations. Bon, on aurait pu en faire d'autres. Hein. On peut considérer 7 mailles complètes. On peut dire que ça, c'est tout ça. Mais bon, ça revient à dire que, enfin, ça revient à court-circuiter ces deux-là. Enfin bref, il n'y a pas d'autre relation que ça. Donc on a 2 nœuds, 3 mailles. Eh bien, on a, voilà, 5 équations à 5 inconnus. On les touille et on sort le résultat. Tout est linéaire, donc de toute façon, on a un système d'équations, un certain nombre d'équations, un certain nombre d'inconnus linéaires, et on s'en sortira toujours. Alors, en l'occurrence, c'est très très simple, hein, parce que c'est pas toutes les équations dépendent pas de toutes les, enfin, n'impliquent pas toutes les variables. Hein. Vous voyez que là, c'est très facile d'éliminer. Enfin, E est donné, hein, parce qu'on cherche I en fonction de E, donc I1 est directement donné. Puisque I1 est directement donné, I2 est directement donné. Puisque I2 est donné, I3 aussi. Et après, il faut implémenter ces trucs-là, et puis on va sortir I. D'accord ? Alors, on peut le faire, mais puisque vous proposiez quelque chose d'autre, on va aussi faire autre chose qui va donner évidemment le même résultat. Donc, vous proposiez quoi ? 1 sur Rec sera égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. C'est ça, donc vous proposez de remplacer tout ça par une seule résistance, compte tenu des lois d'addition, des résistances ou de leurs inverses, si c'est en série ou en parallèle. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura la résistance équivalente, il suffira de faire E divisé par ça, et on aura I. Alors, donc, on va chercher la résistance équivalente de tout ça, R. Ec. Alors, la résistance équivalente de tout ça, c'est quoi? Effectivement, il y a ça en parallèle avec tout ça. Et tout ça, c'est en fait ça en parallèle avec ça. Donc, la résistance équivalente, je vais la noter d'une façon qui, j'espère, sera un peu intuitive. On a R2 parallèle avec R3 plus R4. D'accord? Et on a tout ça parallèle avec R1. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire quand j'écris ça, hein? Alors, R2 parallèle avec R3 plus R4, ça donne quoi, ça? R2 facteur de R3 plus R4 sur R2 plus R3 plus R4. Absolument. C'est l'inverse de la somme des inverses, donc c'est le produit sur la somme. Parfait. Voilà. Donc on a ça parallèle à R1, et donc à nouveau, c'est le produit de ces deux-là divisé par leur somme. Alors ça fait... R1 fois ça. Ouais, R1 fois ça, divisé par leur somme. C'est un peu chiant, mais on va simplifier peut-être un peu. Donc, On va l'appeler juste R2, 3, 4, celle-là. Celle-là? Ouais. Ouais, ou R... Ouais, d'accord. Donc ça, c'est R2, 3, 4. Ça me va. Donc on a R1, R2, facteur de R, on va l'appeler R3, 4, mais bon, allez, R2 plus R4 sur R2, 3, 4. Ça, c'est le produit divisé par leur somme, c'est-à-dire R1
plus R2 facteur de R3 plus R4 sur R2, 3, 4. Et donc en fait, je vais mettre... allez, je vais pas... Vous ne pouvez pas effacer sur vos feuilles, donc alors on va faire... Si, en fait, R1, R2 facteur de R3 plus R4 sur R1, R2, 3, 4 plus R2 facteur de R3 plus R4. Bon. Et donc finalement, I égale E sur ce truc là-bas. Alors c'est des expressions, vous voyez, qui peuvent être un peu laborieuses à écrire en vrai, mais il n'y a aucune difficulté particulière. Et après, quand on met des valeurs numériques, bah, ça fait un résultat. En tout cas, vous voyez bien que I est proportionnel à E, parce que tout est linéaire dans ce problème. Il n'y a que des composants linéaires. Donc c'est pour ça qu'on peut toujours trouver une résistance équivalente au circuit, parce que de toute façon, à la fin, I sera proportionnel à E, et le coefficient de proportionnalité, bah, c'est 1 sur R. Enfin, E est proportionnel à I avec un certain coefficient de proportionnalité. Donc il y a toujours une résistance équivalente dans un circuit de ce genre. Alors si on cherchait I2 par exemple, parce que là c'est facile, on les voit là, les résistances équivalentes. Si on cherchait maintenant I2 et pas I, alors là, oui, si, peut-être. On enlève les résistances. On enlève les résistances. Au début, après on enlève la R4. On enlève R4. Ouais. Du coup, on calcule comme ça. On calcule quoi comme ça? Je vois pas ce que vous voulez faire en retirant R4. C'est plus compliqué parce que là, il y a une résistance qui passe dans R2. On dit que IREC est égal à I1R1 plus I2R2 plus I3R3 plus R4. Je suis pas sûr de vous suivre. Enfin, en fait, on fait la loi des mailles. Oui, bon, on peut écrire les lois des mailles et on les aura. Oui. Et là, de même, une fois qu'on a obtenu I, de toute façon, on a cette tension-là qui vaut R1, I1. Donc I2, ça va être R1, I1 sur R2. Donc on a le truc. Mais si on voulait démarrer directement, l'astuce que vous aviez vue tout de suite, hein, je cherche I, bon, c'est facile. Je trouve cette résistance-là et je vais avoir I. Mais parce que tout ça est à l'extérieur. Enfin, tout ça... Enfin, I, c'est le courant qui sort de E, et donc il faut juste connaître la résistance équivalente. Maintenant, si on veut I2, mais pareil, directement, sans tout calculer, ce qui est parfaitement possible, bien sûr, hein, mais si on veut I2, est-ce qu'il y a un truc comme ça qui saute aux yeux? Est-ce qu'on peut dire, bah, voilà la résistance équivalente, vue par ce dipôle? C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a R2 là. Mais regardez, je vais écrire différemment le circuit, le même circuit. Je vais l'écrire comme ça, donc j'ai toujours E, j'ai I qui sort d'ici, ok. Et je vais mettre la branche R2, je vais la mettre à l'extérieur pour m'occuper du reste. Donc j'ai R1, j'ai R2, alors là, je vais appeler ça I2. Ah pardon, pas R2 justement. non, justement, je vais mettre, j'ai R3. En fait, j'ai R3
et R4. Je vais faire une équipe. Ah oui, on peut aller passer. Et puis là, j'ai R2. Parce que ce point-là et ce point-là, c'est le même. Donc toute cette branche-là, je peux la mettre là. Donc c'est tout ce que j'ai fait en fait. Donc ça, c'est le même circuit. Et ce que je veux, c'est ça. C'est ce I2-là. Alors, est-ce que c'est plus clair, là? Ben, ça qui ne nous concerne pas, ça, on peut le remplacer par une résistance équivalente. Donc, tout ça, c'est pareil que... Vous m'arrêtez à l'heure un peu? Merde, j'ai un taxi moto qui m'attend. Non, c'est pas moi. Non, ne regarde pas. Pour aller à l'aéroport à cette heure-ci, il vaut mieux, parce que sinon, les embouteillages... Alors, vite, ben, vous finirez, mais... Donc, vous avez compris, ça, c'est pareil qu'un truc là, ici, avec un R. Un R qui vaut R1 facteur de R3 plus R4 sur R1 3, 4, hein, sur la somme des 3. Et du coup, bon, on se dirige tout doucement vers le théorème de Thévenin, mais on le fera la prochaine fois. On se voit jeudi alors.